Bonjour à toutes et tous. D'abord à tous ceux qui ont accepté de donner leur point de vue sur notre manifeste de l'économie sociale et solidaire, mais aussi à tous ceux, toutes celles qui ont décidé de regarder par YouTube ou par Facebook du Parti communiste cette prestation, ce marathon de 16 acteurs de l'économie sociale et solidaire qui ont accepté de dire leur point de vue sur notre manifeste. Nous sommes 20 auteurs et nous avons voulu réfléchir collectivement sur ce qu'est et ce que pourrait être l'apport de l'économie sociale et solidaire au dépassement du capitalisme dont on voit bien aujourd'hui combien il est néfaste. Nous avons essayé de décrire ce qui s'apparente à du communisme déjà là. Nous en avons évalué les obstacles à son développement et nous avons regardé comment développer, comment améliorer l'économie sociale et solidaire pour aller dans le sens d'une véritable alternative. Ensuite, je ne suis plus président depuis 5 ans du CNCRES, voilà. J'ai d'autres activités, je suis toujours au Conseil économique et social, ça pour le coup j'y reste, et je regrette la mort du CNCRES, mais c'est une histoire voilà, qui est un peu douloureuse pour moi et je continue à mal la vivre, voilà. Moi, sur cet ouvrage, je dois dire que j'ai été très content de lire cet ouvrage parce que et je l'ai lu attentivement et ça veut dire que je l'ai un peu décortiqué, si j'ose dire. Voilà. Et j'ai trouvé qu'il remet bien l'ESS dans son projet politique. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Et il n'est pas seulement dans un projet entrepreneurial. Même sur certains points, il y a une dérive vers cette tendance qui conduit à ne définir l'ESS qu'au travers de la vie de ces entreprises. Alors, très content aussi de voir que vous avez mis un accent assez fort sur la question de l'éducation et de la formation. Je pense que ce sont les points forts qui peut-être vont permettre à l'économie sociale et solidaire de se développer, d'avoir une autre manière, une autre économie dans les territoires. En reprenant l'ouvrage au fur et à mesure, le premier point que j'avais noté, c'était la question des entreprises privées qui sont rentrées dans l'économie sociale et solidaire. Je dois dire, parce qu'à l'époque, j'étais en effet président du CNCRES à l'époque et que j'avais beaucoup participé à la rédaction de la loi de 2014 et en particulier du premier article qui a fait l'objet de débats très longs et très difficiles sur la question de rentrer les sociétés commerciales dedans. Vous savez, c'est le deuxièmement de l'article du premier article. Et on voit bien aujourd'hui que eh bien, ça pose un certain nombre de problèmes et vous l'avez bien serré dans l'ouvrage quand vous parlez des entreprises sociales, du French Impact, des appels d'offres, etc. Et je pense qu'il y aura sans doute à retravailler dans le futur sur le projet de l'ESS avec sa dimension politique plutôt que sa dimension entrepreneuriale. Et si on parle de dimension entrepreneuriale, parce que ça fait partie aussi du projet de l'ESS, on doit parler des entreprises collectives et je crois que c'est important de souligner ça parce que quand à un moment on nous a dit qu'il fallait faire rentrer aussi les EURL dans l'économie sociale, moi je dois dire que j'ai une grosse interrogation sur ça. Voilà. La question de la lucrativité, vous l'avez pas assez abordée. Je trouve que la question de la lucrativité limitée, de la non-lucrativité, elle est peu abordée. C'est vers les pages 60 par là, mais c'est insuffisant, je trouve. Alors que pour moi, c'est un des axes majeurs de l'ESS et ça mériterait plus de développement. Après, l'ensemble de l'ouvrage, je trouve que il est très coopérativiste, si j'ose dire. C'est-à-dire que vous parlez beaucoup des coopératives dedans, énormément des coopératives. Les exemples que vous prenez sont des exemples de coopératives. Vous parlez peu des associations et peu des mutuelles, et je reviendrai après sur 2 autres champs. Alors, vous parlez beaucoup des coopératives, et je trouve que à un moment, quand vous faites une critique des coopératives, vous faites une critique des coopératives bancaires, mais vous ne faites pas une critique des coopératives d'achat. Or, je pense qu'il y a vraiment à se poser des questions sur les coopératives d'achat. Leclerc, Super U, Intermarché
vous en parlez, il y a deux mots, hein, Intermarché, Super U dedans, hein, mais vous parlez pas, vous n'avez pas une vraie critique des coopératives d'achat. Alors pour moi, ça me paraît essentiel. Ensuite, vous parlez peu de l'importance de la loi de 2014. Moi, je suis critique sur la loi de 2014, mais en même temps, je trouve qu'elle a fait des avancées, en particulier pour les SIC et les CAE. Alors, les SIC, Sociétés coopératives d'intérêt collectif, CAE, coopératives d'activité et d'emploi. Je le dis pour les personnes qui connaissent pas forcément. Vous n'avez pas parlé suffisamment de ce que la loi de 2014 a permis comme développement. Et j'ai animé à l'occasion des dernières journées de l'économie autrement une table ronde sur la transformation des associations en SIC. Et on voit bien qu'aujourd'hui, 34%, il y a 34% de plus de SIC et qui proviennent souvent d'associations transformées en SIC. Et c'est la loi de 2014 qui a permis ça. Donc, je crois que ça aurait été important de le souligner. Sur les CAE, vous en parlez, et vous en parlez à 3 reprises. Alors, ça aurait mérité qu'il y ait un vrai regroupement pour qu'on puisse, parce qu'on le retrouve page 41, 56, 71, mais ça aurait mérité qu'il y ait un vrai regroupement pour qu'on puisse vraiment savoir ce qu'est une CAE. C'est d'autant plus important qu'on voit bien que c'est souvent des alternatives à des boîtes comme Uber, etc. Bon, voilà. Sur les autres composantes de l'économie sociale, moi j'ai été très surpris de ne pas voir les instituts de prévoyance dedans et les fondations. C'est-à-dire que vous en parlez quasiment pas, quoi. Et donc là, moi ça m'a un peu étonné parce que on voit bien, et aujourd'hui plus qu'avant, parce que on voit bien aujourd'hui ce qui est en train de se passer sur le rapprochement entre les instituts de prévoyance et les mutuelles, et que ça doit nous interroger sur le devenir de ce champ pour les années futures. Or, vous en parlez quasiment pas, enfin, vous en parlez pas du tout, même pour le coup. Bon. Et donc, moi, ça m'a beaucoup interrogé. Sur les fondations, moi, je dois dire que j'ai le souvenir là aussi de la loi de 2014, où on a passé plusieurs séances à s'interroger de savoir si on faisait rentrer les fondations dans l'économie sociale ou pas. On s'est posé la question. Dans les groupes de travail, on s'est posé la question. Parce qu'il n'y avait pas de réelle gouvernance démocratique dans les fondations. Or ça, vous en parlez quasiment pas dans le manifeste. Juste une petite incidente comme ça, mais je regrette que vous ayez pris les chiffres de ESS Pass, je crois, Espace, voilà, et pas les chiffres de l'Atlas de l'économie sociale. Ça aurait été bien, ça aurait donné un petit signe. Les chiffres qui sont cités sont ceux de Espace et vous le mettez en bas de page, c'est pour ça que je l'ai noté comme ça. Donc ça aurait été bien de prendre ceux de l'Atlas, voilà, mais c'est juste... Sur le droit de préférence, j'ai trouvé intéressant de remettre sur le tapis cette question-là, parce que là aussi les débats, et Benoît Hamon l'a évoqué tout à l'heure, les débats avaient été vifs sur le droit de préférence. On sait bien que c'est une question compliquée. Benoît nous l'a dit tout à l'heure, les dispositions constitutionnelles ne le permettent pas, mais c'est vrai que c'est intéressant de le remettre sur le tapis parce que c'était quand même, dans les débats qu'on avait eus, c'était une alternative qui était intéressante. Voilà. Sur l'économie solidaire, moi j'ai été étonné du peu de développement que vous avez fait sur l'économie solidaire. En fait, alors c'est d'autant plus étonnant et c'était intéressant d'écouter ce que disait Stéphane tout à l'heure sur les couturières parce que on voit bien que l'économie solidaire a été, enfin la solidarité en tout cas, et puis du coup l'économie solidaire qui s'est mise en place a été très sollicitée au moment de la pandémie. Or, vous en parlez pas beaucoup. Je crois que vous avez, il y a très peu. Je crois que c'est page 72 par là que ça doit vous en parler. Je trouve ça dommage. Et puis alors, parce que je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus, et en particulier sur un point. Alors, je vais juste vous souligner une petite faute qu'il y a dedans qui m'a fait rigoler parce que vous avez écrit la question de travail non aliéné incarné par le bénévolat n'est pas exemple de débat, n'est pas exemple. Voilà. Bon, je pense que vous vouliez écrire exemple, mais c'est intéressant. Le lapsus est intéressant. Voilà. Donc, bon. Et en fait, moi, ce qui m'a intéressé, par contre, dans ce que vous dites, c'est la question que vous pouvez vous poser sur le fait que ce travail non aliéné que serait le bénévolat,
l'autre travail étant aliéné du coup, hein, si on regarde en creux. C'est quand même une notion un peu curieuse de la part du Parti communiste. Hein. Bon, mais voilà, c'est une lecture un peu en creux et un peu… bon. Donc, ce qui est intéressant, c'est de souligner le fait que le bénévolat peut à un moment être considéré comme un travail, et ça interroge beaucoup, parce que du coup, ça interroge en particulier dans le milieu associatif, où on est en train de se battre justement pour faire reconnaître le métier, les métiers qui existent dans le milieu associatif, et on ne peut pas nous demander, c'est ce que nous demandent souvent les pouvoirs publics, ah, mais vous êtes association, donc vous êtes moins cher parce que vous avez des bénévoles. Mais ça ne peut pas exister, quoi. Et donc, je pense qu'il aurait été intéressant de développer cette idée-là. Voilà. Sur les valeurs, alors sur les valeurs, vous en parlez, et je suis assez d'accord sur le regard critique que vous portez, même si, bon, j'en ai un peu soupé, je vous le dis, hein, d'entendre « statut n'est pas vertu », Jean-Marc Borrello a fait école partout, maintenant tout le monde dit ça, bon voilà, ok, sauf que si on n'avait pas la contrainte des statuts, il y a un certain nombre d'entreprises qui n'auraient pas les barrières nécessaires pour pouvoir respecter un certain nombre de normes. Mais bon, ça c'est une chose. Mais du coup, la question qu'on peut se poser aussi, c'est à force de parler des valeurs comme nous le faisons en permanence, nous avons des valeurs. Bon, oui, mais quelles valeurs? Parce que du coup, est-ce que les valeurs que nous avons, on les respecte bien? Est-ce qu'on va jusqu'au bout de la mise en place de nos actions autour des valeurs qui sont les nôtres? On pourrait dire, du coup, valeur n'est pas vertu, pour reprendre cette expression-là. Et ça, vous le posez. Je pense que c'est intéressant de le poser. Ensuite, sur les différents obstacles que vous avez notés, les obstacles institutionnels, législatifs, économiques, idéologiques, ben, je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on ait une vraie réflexion. En effet, parce qu'on voit que petit à petit, et c'est un peu la difficulté de l'économie sociale et solidaire, on est tiré vers l'économie capitaliste parce que, et vous le dites quand vous parlez de la comptabilité par exemple, quand vous dites que la comptabilité fait que finalement on a les mêmes cadres de référence. Et du coup, oui, on a les mêmes cadres de référence que l'économie capitaliste et on se retrouve avec une économie qui finalement petit à petit dérive, elle se rend dépendante. Les pouvoirs publics rendent dépendants, je reviens sur les associations, mais rendent dépendants les associations et du coup les associations peuvent perdre du sens au lieu d'être des lieux de lien social, des lieux d'élaboration de réponses au public dans les territoires. On se retrouve à des associations qui deviennent prestataires de services pour les pouvoirs publics, qui remplissent des missions de service public à la place des services publics. Et donc ça interroge beaucoup parce que du coup, je pense que sur le secteur associatif, et encore une fois, je trouve que vous ne l'avez pas assez développé dedans, sur le secteur associatif, on pourrait envisager d'avoir une vraie réflexion sur comment retrouver réellement l'essence de ce que sont les associations, c'est-à-dire cette expression des citoyens et la possibilité pour les citoyens de s'organiser, quoi, en fait. Alors, sur la gouvernance, vous montrez bien, enfin, vous montrez à la fois le fait que dans la gouvernance, on devrait être dans une gouvernance de une personne, une voix, mais que la réalité, c'est pas ça. Et c'est vrai que, par exemple, dans de grandes coopératives, en particulier les coopératives bancaires, hein, pour le coup, ou les mutuelles, cette réalité n'existe pas ou existe peu, quoi. On le voit bien à l'occasion des assemblées générales, voire même quand les membres sont consultés, le fait que les consultations ne servent pas à grand-chose parce que ce sont les technos de ces structures-là qui finalement décident à la place. Bon. Et ça, vous en parlez aussi. Alors, je finirai sur deux points, sur les services publics et l'ESS. Alors ça m'a beaucoup intéressé parce que vous savez que je suis délégué général du CIRIEC France et que à ce titre-là, donc le travail que nous menons, c'est économie collective, comment faire que l'économie collective puisse mieux exister. Et donc, j'ai trouvé tout à fait intéressant la coopération service public ESS. On pourrait l'étendre aux entreprises publiques, comment les entreprises publiques se comportent là-dedans, comment on peut avoir une véritable économie qui prendra en compte l'utilité publique, l'intérêt général, l'intérêt collectif, etc. Et je trouve que là, vous l'abordez et ça mériterait sans doute plus de développement parce que je pense que c'est vers ça qu'on devrait travailler. Enfin, sur les propositions, alors,
des propositions pour un projet comme vous l'avez écrit entre guillemets, enfin moi je l'ai écrit entre guillemets, mais vous l'avez écrit dedans, réellement démocratique de l'ESS. Je trouve intéressant ce réellement démocratique de l'ESS, voilà. Je trouve qu'il y en a beaucoup et elles sont à creuser, en particulier sur les propositions générales comme la sécurité professionnelle, le changement des critères de gestion, l'égalité homme-femme, celles qui sont spécifiques à des secteurs, santé, transport, numérique, bâtiment, culture, agriculture, ou particulières à des secteurs particuliers comme les mutuelles et les coopératives. Mais encore une fois, il manque les associations et donc, bon, voilà, je ne vais pas revenir dessus. Toutes sont intéressantes, et pour certaines, elles font déjà l'objet de réflexions dans certains cercles de l'ESS. Il serait intéressant d'ailleurs de rapprocher l'ensemble de ces cercles, et je pense que ESS France est en train d'essayer de le faire, en particulier autour de la question de la République de l'ESS, mais pas seulement, hein, on est en train de travailler là-dessus. Et puis, une proposition a retenu mon attention un peu plus que les autres, c'est celle des agences locales de création d'activités. Je trouvais ça tout à fait intéressant. Alors, en même temps, je me suis dit, est-ce que quelque part, ils ne sont pas sur la création de la Xème pépinière, du Xème incubateur, d'un nouveau modèle de PTCE? Voilà, mais ça, je trouve intéressant cette idée-là et ça mériterait peut-être de regarder ça de près. Et puis, pour finir, donc, je conclurai en rappelant ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez écrit un manifeste qui remet réellement l'ESS dans son projet politique, et c'est ça qui me semble intéressant. Et je vais juste finir en citant une phrase de Thierry Jantet qu'il a dite il y a 2-3 mois, 4 mois peut-être. L'ESS doit pour réussir reprendre en confrontant autant d'aujourd'hui son projet global. Elle n'est pas seulement une collection de coopératives mutuelles, associations, fondations et autres entités assimilables, mais aussi et d'abord un projet politique avec un grand P, au service d'évolution, solutions plus humaines. Au moment où la crise du coronavirus succède à bien d'autres crises, il serait bien frileux, de ne pas dire dangereux, de rester en arrière. Et je pense qu'il a tout à fait raison. Voilà. Je vous remercie et on continue les travaux. Merci beaucoup.